Ave à toi, mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi on tombe amoureux? Pourquoi on pleure? Pourquoi on a des émotions sur le visage? Pourquoi on ressent certaines choses? Pourquoi on réagit d'une certaine manière? Bêtement, pourquoi les pays existent, pourquoi les gens ont tendance à se diviser en groupes. Il y a plein de petites questions sur le comportement humain, sur la nature humaine, pour savoir comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne de cette manière-là. Pour trouver la réponse à ces questions, il faut se demander généralement comment la vie nous a codés et dans quel but. Le livre Vers un matérialisme biologique répond à toutes ces questions et il passe en revue les instincts de l'humain et les met en lien avec ceux des animaux. Par exemple, les animaux les plus proches de nous, comme les chimpanzés, ont des comportements et des manières d'être qui sont très proches de celui de l'humain. Pourquoi l'humain est-il raciste? Pourquoi l'humain est-il xénophobe? Est-ce que c'est une question d'acquis, de l'éducation, de la société, ou est-ce que c'est inné et que ça répond à des besoins biologiques pour la nature? On va regarder ça tout de suite dans le chapitre Les instincts secondaires, le sous-chapitre 4, l'instinct de xénophobie et de racisme du livre Vers un matérialisme biologique du docteur Claude Nancy. 4. Instinct de xénophobie et de racisme. Cet instinct est bien connu des éthologistes, mais, à ma connaissance, aucun n'a osé jusqu'ici l'aborder franchement, car cet instinct et ses manifestations font partie des sujets tabous de notre monde œcuménique et démocratique. Le terrorisme intellectuel que les adeptes de Gigi Rousseau et de Claude Lévi-Strauss maintiennent actuellement sur le monde scientifique est tel que jusqu'ici personne n'a osé s'insurger contre le fatras des dogmes brandis par ces deux fossiles de la philosophie et de l'éthologie. Relevant donc le défi, avec la certitude d'être qualifié d'affreux fasciste par tous les bien-pensants de notre univers, mais la science ne doit connaître ni mensonge, ni omission, ni dogme, ni idée préconçue. J'ai déjà signalé dans les chapitres précédents que les animaux supérieurs, c'est-à-dire les mammifères et les oiseaux, vivent pour la plupart en communauté, et que dans les sociétés que l'on nomme communément des nations biologiques, la cohérence de ces communautés est entretenue par une violente pulsion de haine vis-à-vis de tout ce qui est étranger. Ces sociétés bien structurées et bien hiérarchisées sont les seules réellement évolutives et les seules à posséder une véritable défense des faibles à la communauté, à savoir des enfants, des femelles et des vieillards. Les membres de ces sociétés toujours patriarcales, au sens biologique du terme, poussent l'altruisme jusqu'à risquer leur vie et même à mourir pour elle. Ainsi, les loups, les babouins, les macaques, les chiens sauvages, etc. peuvent se sacrifier au profit des leurs. Mais, comme je l'ai déjà démontré, cet altruisme est toujours proportionnel à la pulsion de haine que porte en soi chaque individu. Autrement dit, dans la nature, plus on possède d'amis et moins on les aime. Et plus on possède une place élevée dans la hiérarchie sociale du groupe, plus l'on doit posséder l'amour des siens, donc la force de se sacrifier pour eux. Partant, aussi la haine la plus grande vis-à-vis des autres groupes de la même espèce. Car pour être certain d'assurer aux siens un bien-être suffisant, soit un territoire de chasse et de vie suffisant, il faut posséder le désir et la force d'en chasser tous les étrangers. Combien d'hommes politiques occidentaux devraient méditer les lois biologiques au lieu de tomber dans le piège antibiologique de la fraternité universelle? Leur attitude laxiste vis-à-vis des étrangers prouve encore qu'ils constituent qu'une pseudo-élite dont le seul réel souci est de conserver place et prébande, sans aucun dévouement en contrepartie. Cependant, si un étranger se présente à un groupe constitué, il ne sera que rarement massacré dans le monde animal, car si les communautés de rats n'admettent en leur sein aucun étranger, et si la plupart des carnivores mangent leurs tarés et leurs faiblards, dans la majorité des cas, l'étranger finira par être accepté, mais à certaines conditions. Observez par exemple un cheval que l'on introduit dans une prairie ou d'autres pâtures déjà, il faudra au nouveau venu plusieurs jours pour pouvoir s'approcher de la harde et pour s'y faire admettre sans subir ni les morsures ni les ruades des autres, et pour enfin s'y laisser intégrer. De même, un loup, nouveau venu dans une meute, devra rôder quelque temps autour avant de pouvoir s'en approcher. Et pour y être admis, il devra pratiquer tout le long le rituel de soumission au chef de groupe. Et durant un temps variable, suivant les espèces, le nouvel arrivant restera relégué au bas de l'échelle sociale en îlote. Chez les humains, cette pulsion xénophobe est aussi présente. Pour l'homme biologiquement normal, l'étranger c'est déjà celui du village ou du quartier d'à côté, donc celui avec qui il n'a pas encore créé suffisamment de liens d'intimité. Or, il n'est pas si loin le temps où les gosses participaient à des guerres de clans et à des guerres des boutons entre jeunes de villages voisins, où, pour se faire admettre dans une communauté villageoise, il fallait y être établi depuis un certain temps. Naturellement, plus rien de ces coutumes ne subsiste dans les grandes villes anonymes. Mais là, que de névroses et de maladies psychosomatiques causées par l'isolement et l'anonymat. Que d'égoïsme entre voisins, alors que l'intégration dans une communauté villageoise sous-entendait automatiquement l'entraide entre tous ses membres. Mais la xénophobie humaine se présente aussi sous un autre aspect, que l'on nomme communément racisme. Je m'empresse de signaler que tout être normal sera raciste. Cet instinct est biologiquement tellement puissant qu'un rien le déclenche sous forme de ratonnade ou de pogrom. Cela
malgré le matraquage incessant en sens inverse des médias et malgré le terrorisme intellectuel du XXe siècle, entretenu par les ilotes cosmopolites bien placés pour en connaître les dangers. Constatez par exemple la facilité avec laquelle renaît l'esprit et les excès nationalistes étriqués lors des rencontres internationales de football. Dans la nature, le but de cet instinct et de cette agression xénophobe et raciste est évident. D'abord, il évite le trop grand mélange des poules génétiques, afin de permettre à l'évolution de chaque groupe de continuer. Ensuite, il vise à éviter le surpeuplement, autrement dit la surcharge d'un territoire par trop d'individus d'une même espèce, ce qui engendre toujours des risques de famine et de désordres sociaux. Cet instinct ne vise donc qu'à la protection des jeunes et des faibles d'une communauté donnée. Cette réaction de haine est donc intimement mélangée à une réaction d'altruisme dont elle est l'extériorisation. Et s'il est possible de tempérer ce racisme par le raisonnement, à condition que l'étranger en respecte la ritualisation d'approche, l'on ne peut jamais le faire disparaître, car il est biologique. Notons ici que, dans l'espèce humaine, ce sont toujours les étrangers qui déclenchent eux-mêmes par leur comportement les réactions xénophobes d'une population, soit qu'ils refusent de pratiquer le rituel apaisant de soumission, soit parce qu'arrivés trop brusquement en trop grand nombre, ils n'ont rien de plus pressé que de s'isoler en ghetto et d'y recréer leur propre xénophobie. Soit parce qu'ils cherchent trop vite à se faire une place au soleil en bousculant les coutumes et les hiérarchies établies. Cet instinct xénophobe et racial sera d'autant plus aigu et exacerbé dans les groupes qui possèdent la volonté de continuer à évoluer, comme les communautés de babouins, de macaques, de rats, de carnivores, etc. Et il tendra à disparaître dans les groupes et dans les espèces qui s'acheminent vers leur mort biologique, comme les gorilles de montagne et certaines civilisations humaines qui se métissent. Dans les sociétés humaines, quand cet instinct semble avoir disparu, il est cependant toujours présent, mais dévié, réorienté contre les propres membres de cette même société, sous forme de lutte des classes. Donc là, je te lis la notation. Les antiracistes me font toujours rire, car c'est généralement parmi eux que l'on trouve les plus obstinés anti-Bosch, comme ils disent, les anti-allemands. Ces mutants biologiques ne se rendent pas compte qu'ils subissent eux-mêmes leur instinct xénophobe et, ce qui est pire, qu'ils le réorientent contre une ethnie qui nous est proche et apparentée, au profit d'ethnies tout à fait étrangères, comme celle du monde sémite. Comble de l'incohérence du monde actuel, l'ONU et les médias antiracistes nous enseignent les bons et les mauvais racismes. Être anti-Bosch, anti-russe et anti-irakien, c'est bien. Anti-juif, anti-maghrébin, mauvais. C'est du plus haut grotesque. À la limite, ne sont plus racistes tous ceux qui ne se nourrissent de la haine de classe. C'est le cas classique d'un instinct réorienté, mais toujours présent car trop intense pour que l'animal puisse le supprimer. Or, cette réorientation est la caractéristique des mutants intellectuels et des lâches. En d'autres termes, de tous ceux devenus trop veuls et trop ingrats pour se sacrifier pour leur communauté. La lâcheté étant une manifestation typique de la domestication. Si la densité de la population humaine reste faible sur un territoire donné, le racisme restera latent, mais réapparaîtra spontanément lorsque cette densité deviendra trop forte, car la nature a programmé l'homme pour vivre de chasse sur un vaste territoire et n'a pu prévoir ni la révolution néolithique, ni celle de l'industrie et du machinisme. Pendant 6 millions d'années, les espèces humaines vécurent de chasse, ce qui impliquait un vaste territoire pour survivre. Et ce n'est que depuis 18 000 ans que les groupes humains ont pu s'étoffer en clans et en tribus, grâce à la découverte de la pêche. Et seulement depuis 10 000 ans qu'ils s'organisent en villes et en villages, grâce à la découverte de l'agriculture et de l'élevage. Ce racisme sera toujours plus prononcé chez ceux qui se sentent responsables de la défense de leur groupe et de leur grande famille, donc chez les aristocrates naturels, et chez ceux qui travaillent, créant ainsi l'amélioration du groupe. Cet instinct sera donc toujours plus marqué chez les chefs de famille que chez les jeunes, chez les mâles que chez les femelles, celles-ci se contentant de s'appuyer plus ou moins consciemment sur la protection des premiers. Il sera plus intense aussi chez les ouvriers que chez les bourgeois, car ils sont toujours les premiers à être envahis par les immigrés. Comme l'écrivit très justement Charles Péguy, les gueux défendent toujours la nation, alors que les bourgeois la vendent. Les antiracistes seront toujours des spéculateurs de l'esprit qui n'ont jamais dû lutter ni travailler dur pour survivre et nourrir leur famille. Il est aisé d'observer que leur masse se compose principalement d'étudiants, d'intellectuels, de fonctionnaires irresponsables et naturellement d'ilotes intéressés. C'est sur ça que se conclut le chapitre Instinct de xénophobie et de racisme du livre Vers un matérialisme biologique du docteur Claude Nancy. Je pense que c'est d'utilité publique de comprendre le matérialisme biologique. C'est crucial de comprendre comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne, pour déterminer d'où on vient et où on va à juste titre. C'est qu'avec cette manière-là, je pense qu'on pourra
viser à construire une société juste et fonctionnelle si elle prend en compte la nature humaine. Parce que j'ai déjà discuté avec des gens qu'on pourrait apparenter de gauchistes, ils me disent oui mais on est en 2024, on est en 2023, on est nanana, donc c'est différent d'à l'époque. Je pense que ces gens-là font une grave erreur en pensant de cette manière-là. C'est pas parce qu'on est en 2024, 2023, on pourrait être en l'an zéro d'une nouvelle ère actuellement. Le temps, les dates, c'est des perceptions et des constructions humaines. La biologie, la constitution de ton cerveau, l'hérédité dans la génétique, ce n'est pas soumis au temps et à la compréhension humaine de la même manière. La nature d'une espèce change progressivement au fil du temps et au fil des millénaires. C'est pour ça qu'on a pu passer de peuplades un peu plus primitives, moins intelligentes, qui se concentraient sur la guerre et la possession de territoires, à des sociétés beaucoup plus modernes comme les nôtres, et pourtant on voit encore que la nature humaine est ancrée en nous. 10 000 ans de civilisation n'a pas été suffisant pour changer notre nature, et je pense encore que 20 000 ans ne sera pas. Donc sur ce, je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir été attentif. Je te souhaite une très bonne journée. N'oublie pas, s'il te plaît, de mettre un j'aime, de t'abonner, de mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et mets un commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça aide grandement la chaîne. Mais surtout, ce que j'attends de toi, mon camarade, c'est que tu me parles dans les commentaires. Tu me donnes ton avis par rapport à ce que je t'ai lu, si tu es d'accord, si tu es pas d'accord, si tu as des lectures à conseiller. Partage ton avis. YouTube, c'est un réseau social, on est là pour se passer la balle, donc n'hésitez pas. Et pour conclure cette vidéo, je t'invite à dire à tes parents que tu les aimes, on ne le dit jamais assez. Sur ce, bonne journée mon camarade, au revoir.